Chaque seconde, dans le monde entier, on mange plus de 300 chips Pringles. C'est pas juste un snack, tu vois? C'est carrément de l'ingénierie alimentaire, qui ne ressemble à aucune autre chip. Mais si je te disais qu'à l'intérieur de chaque tube, c'est une formule de précision, où la pomme de terre se transforme d'abord en purée, et ensuite en un disque incurvé parfait, en forme de paraboloïde. Que ce n'est pas de la friture, mais de la sculpture sur tapis roulant. Dans cette vidéo, tu vas voir comment naissent 5 millions de chips par jour. Et pourquoi les Pringles, ce n'est pas du tout ce que ça a l'air d'être. Accroche-toi! Pour les Pringles, on n'utilise pas n'importe quelle patate. C'est un type de pomme de terre bien spécifique, qui convient parfaitement pour faire des chips fines, croustillantes et bien plates. En général, ce sont des variétés spéciales, avec beaucoup d'amidon, qui donnent la texture et le goût qu'il faut. Ce qui différencie cette pomme de terre, c'est qu'elle a une structure homogène, sans gros trous, et qu'elle n'est pas trop humide. Ça, c'est super important pour que les chips ne soient pas grasses ou ramollies. C'est grâce à ça que les Pringles ont cette tranche croustillante et parfaitement plate, facile à empiler dans ce tube qu'on connaît tous. Souvent, on utilise même un mélange de plusieurs variétés de patates, histoire d'avoir un résultat et un goût les plus constants possibles, parce qu'une pomme de terre, c'est un produit vivant, et ses caractéristiques peuvent changer d'une saison à l'autre. Du coup, le contrôle qualité, il est super strict ici, du champ jusqu'à l'emballage. Tout commence par le choix des meilleurs tubercules. Ce sont elles qui donneront la future récolte. Avant de les planter, on chauffe les pommes de terre de semences et on les fait germer, pour qu'elles soient bien costaudes et prêtes à pousser. Et la terre? On la prépare aux petits oignons pour que les plantes aient le maximum de nutriments. Parce qu'une pomme de terre heureuse, ça donne les meilleures patates. On enterre les tubercules à la profondeur idéale, en laissant de l'espace entre les rangs pour que les racines puissent respirer et grandir. L'arrosage, c'est obligatoire, surtout quand les tubercules se forment, parce que sans eau, rien ne pousse, c'est logique. Mais les mauvaises herbes et les insectes nuisibles, ce sont les vrais ennemis. Alors les agriculteurs surveillent chaque plante comme un trésor précieux, la protégeant de tous les dangers. Et puis, arrive le moment de la récolte. Quand les feuilles jaunissent et sèchent, ça veut dire que les pommes de terre sont mûres. Des machines spéciales sortent délicatement les tubercules de la terre, sans les abîmer. Et ensuite, on sèche et on trie les patates. Seules les meilleures iront à la production. Elles sont stockées dans des entrepôts frais, avec des conditions idéales pour rester fraîches longtemps. Des camions géants, chargés à ras-bord de pommes de terre, arrivent un par un sur le site de l'usine. Les roues grincent, l'air sent bon la terre fraîche, et d'énormes plateformes hydrauliques soulèvent les bennes et déversent littéralement des tonnes de patates dans des trémies en forme d'entonnoir. Impressionnant! Après ça, l'eau. Pas juste des petits jets, mais des cascades entières qui tombent sur les tubercules sous une pression de dizaines d'atmosphères. Le lavage des patates, c'est comme un rituel de purification. De puissants jets emportent la terre, le petit gravier, les morceaux de feuilles. Tout le superflu disparaît. Et des brosses rotatives spéciales, avec des poils doux mais résistants, travaillent comme une armée de petites fées du ménage, polissant chaque pomme de terre jusqu'à la faire briller. Tout le processus se passe à une vitesse folle. Les patates se déplacent en flux continu, à travers des tubes et des goulottes métalliques étincelants, avec du bruit, de la vapeur, et le clignotement rapide des indicateurs et des gyrophares. Après le lavage, on trie les pommes de terre. On écarte celles qui sont abîmées ou trop petites.
Pour ça, on utilise des lignes de tri automatiques, avec des caméras et des capteurs qui détectent la qualité avec une grande précision. Tout ce qui ne correspond pas au standard est mis de côté. Ensuite, le plus intéressant. L'idée des Pringles, c'est que chaque chip soit exactement la même, parfaitement fine, avec cette forme incurvée qu'on connaît bien. Pour y arriver, à l'usine, on ne coupe pas les pommes de terre en fines rondelles, comme pour les chips traditionnels. Au lieu de ça, on les réduit en une purée délicate. Ça, c'est le boulot de broyeurs géants et de mixeurs puissants qui traitent des tonnes de matières premières chaque heure. La masse doit être super homogène, sans grumeaux, sans morceaux de peau, sans parties sèches. Du coup, la purée est passée en plus à travers des filtres, des tamis et des presses à vis sans fin qui éliminent tout ce qui ne va pas. Cette étape, c'est la clé. C'est grâce à ce broyage méticuleux et à cette purification que la purée de pommes de terre devient plastique, comme une pâte. On peut alors l'étaler en une feuille fine, dans laquelle on va découper les futurs chips. Mais on n'y est pas encore. La masse doit avoir la consistance parfaite, ni trop humide, ni trop sèche. L'eau est ajustée automatiquement, avec une précision infime, de l'ordre d'une fraction de %. À cette étape, les Pringles n'ont pas encore leur forme, mais elles se préparent déjà à devenir le snack culte qu'on connaît. Une fois que la purée de pommes de terre est transformée en une masse homogène avec une texture idéale, elle est envoyée sur des tapis roulants spéciaux, où commence le processus de formation de la feuille. Un rouleau énorme, comme un rouleau à pâtisserie géant, étale la purée en une couche uniforme et super fine, d'environ 1 mm d'épaisseur. Ce processus est automatisé dans les moindres détails. Des capteurs vérifient constamment l'épaisseur de la couche, pour qu'aucune chip ne soit ni trop épaisse, ni trop fragile. La température et l'humidité de la pièce sont aussi contrôlées, tout pour assurer la stabilité de la pâte. Après ça, entrent en jeu les emporte-pièces rotatifs. Ce sont d'énormes moules métalliques qui ressemblent à des tampons ronds qui tournent et découpent les chips dans la feuille, comme des découpoirs à biscuits. Ce qui est cool, c'est que la forme de sel ou de paraboloïde hyperbolique, pour laquelle on connaît les Pringles, apparaît déjà à ce stade. Des matrices incurvées spéciales ne font pas que découper un cercle. Elles donnent tout de suite à la chip sa courbure caractéristique, grâce à laquelle elle garde sa forme, ne casse pas dans le tube et s'empile parfaitement les unes dans les autres. Ingénieux! En gros, c'est comme une presse d'imprimerie qui ne fait pas que découper, mais qui sculpte. Les restes de pâte qui restent entre les formes découpées sont automatiquement récupérés, mélangés à de la nouvelle purée, et repartent dans le processus. Aucun gaspillage, juste de l'efficacité. Et tout ça à un rythme effréné, des dizaines de milliers de chips à l'heure. Une fois que les chips sont frites et refroidies, elles arrivent sur un long tapis roulant qui passe sous un système de pulvérisation d'assaisonnement. C'est un peu comme une douche culinaire. D'en haut, un mélange aromatique tombe uniformément sur les chips. Paprika, fromage, crème aigre et oignon, peu importe. Des distributeurs calculent précisément la quantité d'épices par gramme de produit, pour que chaque chip ait exactement le même goût. En parallèle, pour que les assaisonnements accrochent mieux à la surface, les chips peuvent être légèrement humidifiés avec une fine pulvérisation d'huile ou d'émulsion avant de passer sous cette chute de neige d'épices. Tout est automatisé, mais ça ressemble à un spectacle. Le convoyeur fait avancer doucement les petites feuilles croustillantes et d'en haut, comme tombant du ciel, les assaisonnements colorés s'abattent. L'odeur à cette étape est juste dingue. L'entreprise propose plus de 100 saveurs différentes à travers le monde. Dans chaque pays, il y a des saveurs locales spécifiques. Par exemple, wasabi, concombre et yaourt, chair de crabe, pizza ou sel marin et citron vert.
Dans une grande usine Pringle, on peut produire jusqu'à 5 millions de chips par jour, ce qui signifie qu'il faut 500 kg d'assaisonnement quotidiennement, en tenant compte des différentes saveurs. C'est énorme! Chaque minute dans le monde, plus de 20 transformateurs sont mis en service, des plus minuscules aux géants pesant des centaines de tonnes. Mais peu de gens savent comment naît cette machine énergétique en acier. À l'intérieur d'usines secrètes, où l'air est plus pur que dans un bloc opératoire, la précision ne se mesure pas en millimètres, mais en microns. Ici, on découpe de l'acier plus fin qu'une carte de crédit, on enroule des centaines de mètres de cuivre, et on assemble le tout pour former le cœur vibrant du réseau électrique. Mais il y a un détail sans lequel le transformateur est condamné. Et, curieusement, même les ingénieurs n'en parlent pas. Restez jusqu'à la fin, et vous découvrirez ce qui se cache vraiment à l'intérieur. Les transformateurs sont fabriqués dans des usines spécialisées en électrotechnique. Ce sont d'immenses complexes industriels, où la pureté de l'air est aussi cruciale que la précision au micromètre près. Ces usines sont réparties dans le monde entier, mais certains pays sont leaders. L'Allemagne, les États-Unis, la Chine, la Turquie, la Corée du Sud. Ce sont généralement des entreprises à intégration verticale. On y conçoit, on découpe l'acier, on bobine les enroulements, on remplit d'huile et on teste les produits, tout sur un seul et même site. Dans les grandes usines de transformateurs, tout commence au bureau d'études. C'est ici, derrière les écrans d'ordinateur, que les ingénieurs créent le cœur du futur géant. Chaque transformateur est conçu sur mesure, en tenant compte de la tension, de la puissance, des conditions d'exploitation, du climat et même du niveau de pollution de l'air dans la région. C'est un équipement qui doit s'intégrer parfaitement dans un réseau électrique spécifique. Une fois les plans prêts, la production est lancée. Dans la même usine, dans les ateliers adjacents, on commence à préparer les composants. On découpe l'acier au silicium pour le circuit magnétique, on bobine les enroulements en cuivre ou en aluminium pour les systèmes haute et basse tension, on prépare les cuves, les traversées, les systèmes de refroidissement. Avoir tout cela sur un seul site est un avantage énorme, car moins il y a de chaînes d'approvisionnement, moins il y a de risques de retard ou d'erreur. Et aussi, l'équipe est soudée. L'ingénieur qui a conçu le transformateur peut à tout moment se rendre dans l'atelier pour vérifier comment sa machine est assemblée. Le circuit magnétique du transformateur commence avec de l'acier électrique à grains orientés, laminé à froid, un matériau spécial à haute perméabilité magnétique. Il arrive à l'usine sous forme de bobines géantes, semblables à des escargots métalliques pesant plusieurs tonnes. On les déroule avec précaution et on les introduit dans des lignes de refendage longitudinales. La bande d'acier fait 1 mètre de large et seulement 0,35 mm d'épaisseur. C'est plus fin qu'une carte de crédit. Elle passe à travers des rangées de lames rotatives. Les machines la découpent en fines bandes, les futurs pétales du noyau magnétique. C'est crucial. Chaque coupe doit être parfaitement nette, sans bavure ni micro-fissure. Sinon, le circuit magnétique fonctionnera avec des pertes. Une autre nuance, l'orientation des grains. Dans l'acier électrique, les grains sont orientés, ce qui signifie qu'il conduit mieux le champ magnétique le long d'un certain axe. La direction de la coupe doit donc être rigoureusement contrôlée, sinon le transformateur vrombira ou surchauffera. Après la découpe longitudinale, les bandes sont triées et assemblées en paquets. Vient ensuite l'étape de la découpe transversale et du formage des fenêtres et des angles pour l'assemblage du noyau. Une fois que toutes les bandes d'acier sont découpées, l'assemblage du circuit magnétique commence. C'est l'élément clé qui conduit le champ magnétique variable entre les enroulements du transformateur. Il est assemblé pour former un noyau rectangulaire fermé, avec 2 colonnes verticales et des traverses supérieures et inférieures, appelées culasses. Le processus d'assemblage ressemble à un puzzle géant. Les tôles d'acier sont empilées par couches, en alternant les segments longs et courts pour que les joints ne coïncident pas. Cela réduit les pertes d'énergie, minimise le bruit et confère à la structure sa solidité. Chaque tôle a sa place précise. Des systèmes automatisés veillent à ce que l'ordre ne soit pas perturbé. Il existe 2 méthodes d'assemblage. L'assemblage à fenêtre
où l'on monte d'abord le circuit magnétique comme un cadre avant d'y insérer les enroulements, et l'assemblage à colonne, où les enroulements sont enfilés sur les colonnes verticales avant de monter les culasses. Chaque approche a ses avantages, selon le type de transformateur. Pour rendre la structure aussi dense que possible, les couches sont compactées à l'aide de presses vibrantes. C'est un peu comme du damage, mais en beaucoup plus délicat, car on travaille avec un matériau sensible à la déformation. Ensuite, le tout est serré à l'aide de cadres de pressage, ou de bandages spéciaux qui supportent un poids de plusieurs tonnes. À ce stade, le circuit magnétique ressemble à un rectangle d'acier massif, mais impeccablement assemblé. À l'intérieur, des ouvertures sont prêtes à accueillir les enroulements. Et bien qu'il ne soit pas encore branché, il vit déjà du potentiel de l'énergie future. Les enroulements, ce sont les artères du transformateur, par où circule l'électricité. Pour les fabriquer, on utilise du cuivre ou de l'aluminium, des métaux à haute conductivité électrique. Il s'agit souvent d'un fil épais, ou même d'un ruban de cuivre pouvant atteindre plusieurs centimètres de large. Tout dépend de la puissance du futur transformateur. Le processus commence par le dévidage du fil, depuis des bobines spéciales. Il est acheminé vers des machines à bobiner, des machines de haute précision, capables de former des centaines de spires avec une exactitude micrométrique. Le bobinage peut être cylindrique, c'est-à-dire en plusieurs couches circulaires, ou en galettes, sous forme de crêpes aplaties. Les ingénieurs calculent à l'avance la forme et le nombre de spires, pour que le transformateur ait les caractéristiques électriques requises. Tension, courant, inductance. Entre chaque couche, on intercale obligatoirement une isolation, en papier, en vernis ou en carton pressé. Le tout est imprégné d'un composé spécial qui, après séchage, se transforme en un revêtement protecteur solide. Une telle structure supporte non seulement des températures élevées, mais aussi des tensions de plusieurs dizaines de milliers de volts. À ce stade, le travail manuel est souvent nécessaire. Par exemple, pour poser les cales, aligner les spires ou souder le début et la fin de l'enroulement. Les opérateurs travaillent avec des gants spéciaux, car la graisse des doigts pourrait abîmer l'isolation. Les enroulements finis ressemblent à de puissants tonneaux de cuivre ou à des sandwichs de fils et d'isolants. On vérifie leur solidité, leur résistance et leur précision, avant de les monter dans le cœur d'acier du transformateur, le circuit magnétique. Après le bobinage des enroulements, on passe à l'assemblage de la partie active du transformateur. C'est comme monter un puzzle électrique géant, où chaque élément doit s'emboîter parfaitement à sa place. Au centre se trouve le circuit magnétique. C'est un sandwich multicouche de fines tôles d'acier qui ont déjà subi la découpe, le polissage et un traitement anti-corrosion. Elles sont assemblées pour former un noyau rectangulaire ou arrondi qui conduit le champ magnétique entre l'enroulement primaire et le secondaire. Les enroulements sont enfilés sur les colonnes verticales du circuit magnétique. Ils peuvent être soulevés par une grue, car chacun pèse des dizaines, voire des centaines de kilogrammes. Entre les enroulements et le circuit magnétique, on laisse des espaces qui seront ensuite comblés par des cales isolantes ou de la résine. Cela protège le transformateur des courts-circuits et des surchauffes. De plus, on ménage dans toute la structure des canaux pour la circulation de l'huile ou de l'air, car le système de refroidissement doit fonctionner impeccablement. Viennent ensuite la soudure des contacts, le montage des isolateurs et des barres conductrices. Et voilà, le transformateur est presque prêt. Il n'est pas encore emballé dans sa cuve d'huile, mais il est déjà là, en cuivre, en acier, composé de millions de spires et de kilogrammes d'énergie potentielle. Chaque seconde, dans le monde, plus de 2 millions de mètres de fils de cuivre sont fabriqués. Mais seule une partie se transforme en une véritable œuvre d'art d'ingénierie, la bobine d'induction. C'est le cœur des transformateurs, des chargeurs, des moteurs électriques. Dans cette vidéo, vous allez suivre tout son parcours.
Du fil de cuivre étincelant à la spire parfaite. Vernis, vide, four infrarouge. Tout est mis en œuvre pour que le cuivre supporte des années de charge sans produire la moindre étincelle. Restez jusqu'à la fin, vous serez surpris de voir combien de maîtrise se cache dans un seul millimètre de fil. Le fil de cuivre destiné aux bobines d'induction n'est généralement pas fabriqué dans la même usine où elles sont enroulées. Il provient d'entreprises spécialisées distinctes qui se chargent du tréfilage, du recuit et de l'émaillage. Tout commence avec du fil machine en cuivre, de grosses tiges de cuivre, d'un diamètre habituel de 6 à 8 mm, produites à partir de cuivre électrolytique dans des usines métallurgiques. Ensuite, on étire ce fil à travers une série de filières de plus en plus étroites, réduisant ainsi son diamètre. Puis, le fil passe dans un bain ou une buse de vernis, qui forme une fine couche isolante. Il est ensuite séché dans des fours spéciaux, à une température de 150 à 230 degrés Celsius, couche après couche. Il doit y avoir au moins 3 de ces couches. Ce n'est qu'après tout cela que le fil est acheminé vers le lieu de fabrication des bobines d'induction. Les portes s'ouvrent et un camion pénètre dans l'enceinte de l'entreprise. À l'intérieur, de lourdes bobines de fil de cuivre, semblables à des bobines de fil géantes pour des titans. Certaines ont la taille d'une roue de voiture et pèsent de plusieurs centaines de livres. D'autres sont plus petites, mais non moins importantes. Elles sont soigneusement rangées dans des boîtes en plastique hermétique, recouvertes d'un film de protection, avec un étiquetage sur tout le périmètre. Un cariste soulève délicatement une bobine et la transporte vers la zone de stockage. Ici, tout est stérile. Le sol brille et une légère odeur d'huile de machine et de vernis flotte dans l'air. Chaque bobine a son passeport, numéro de lot, diamètre du fil, type de revêtement en vernis, date de l'émaillage. On ouvre le conteneur qu'au moment de lancer la production. Et alors, c'est comme si on déroulait un ruban d'or. Le fil couleur cuivre scintille, parfaitement lisse, avec une fine couche de vernis, à peine perceptible à la lumière. Un seul contact maladroit, et l'émail peut être endommagé. C'est pourquoi on ne le manipule qu'avec des gants. Dans la zone de travail, on trouve des machines à bobiner spéciales. Elles se tiennent là, telles des araignées silencieuses, prêtes à commencer leur tissage méticuleux. L'opérateur insère la bobine de fil dans le support, fait passer le début du fil à travers un galet de guidage et le fixe sur le noyau de la future bobine d'induction, généralement un noyau en ferrite ou en métal. La machine se met en marche. Le fil s'enroule autour du noyau avec une précision micrométrique, spire après spire, de manière dense, sans le moindre interstice. La vitesse est contrôlée par ordinateur. Trop vite, le fil pourrait se casser ou surchauffer. Trop lentement, la production deviendrait inefficace. Tout se déroule dans un silence quasi total. On n'entend que le léger bourdonnement du moteur et le chuchotement du métal. Sur l'écran, un schéma de bobinage s'affiche. Type de bobine, nombre de spires, géométrie, parfois même l'angle d'inclinaison des spires. L'opérateur surveille attentivement la tension du fil, car le moindre relâchement entraînerait une baisse de l'inductance, et donc toute la bobine serait bonne à jeter. À un certain stade, le fil s'arrête automatiquement. On le coupe avec précaution et l'extrémité libre est fixée par un fermoir spécial ou une soudure. La bobine est encore chaude à cause du frottement. S'il s'agit d'un enroulement multicouche, le processus se répète, couche après couche, avec une fine isolation entre elles. Au final, on obtient un cylindre compact, le cœur de n'importe quel transformateur, chargeur ou moteur électrique.
Dans l'atelier, on entend un léger vrombissement. C'est la ligne d'imprégnation qui démarre. Les bobines de cuivre, à peine assemblées et encore tièdes au toucher, avancent sur un convoyeur vers la section où aura lieu leur rituel de protection. Un bain de vernis électroisolant brillant ou de résine époxy transparente les attend, des substances qui rendront chaque spire solide, stable et endurante. Les petites bobines sont simplement immergées complètement. On les plonge dans le liquide comme une cuillère dans du miel et on les y laisse quelques minutes. Le vernis s'infiltre lentement entre les spires, enrobe le cuivre, comble les vides et soude littéralement la structure en un tout monolithique. Ensuite, on les retire en les soulevant lentement pour que l'excédent s'égoutte sans laisser de coulure. Mais pour les plus grosses bobines, le rituel est plus complexe. L'imprégnation sous vide. Les bobines sont placées dans une chambre hermétique et une pompe en évacue l'air. Le vide aspire les bulles d'air, non seulement de l'espace environnant, mais aussi des plus petites micro-fissures à l'intérieur du bobinage. Ensuite, le vernis est introduit dans la chambre et il pénètre absolument partout, comme l'eau qui s'infiltre dans une fissure sèche dans la roche. Aucun micro-interstice n'est laissé sans protection. Tout cela n'est pas pour faire joli. Dès demain, ces bobines travailleront dans des conditions difficiles, vibrations, surchauffe, oscillations électromagnétiques. Et seule une imprégnation fiable protégera leur forme et leur conductivité, pour qu'aucune étincelle ne détruise ce qui a été créé avec tant de précision. Après leur bain de vernis, les bobines d'induction poursuivent leur chemin, vers la zone de séchage. C'est un four! Ici, ça ne sent pas les petits pains, mais l'atmosphère est tout aussi rigoureuse. Température, temps et précision sont d'une importance capitale. Chaque bobine entre dans le four, où la température monte jusqu'à 150 degrés. C'est là que le vernis, auparavant liquide, commence à se polymériser. Minute après minute, il durcit, se transformant en une armure solide et transparente. Une fine carapace brillante qui enveloppe les fils de toutes parts. Elle est légère, presque invisible, mais incassable. La fixation de la forme, c'est l'un des principaux résultats de cette étape. Tant que le vernis est mou, les spires peuvent légèrement bouger, surtout lors du fonctionnement dans un appareil où il y a des vibrations ou des charges de courant. Mais après la cuisson, tout se fige exactement comme il faut. Certaines usines, au lieu des chambres classiques, utilisent des fours infrarouges. Ils agissent de manière ciblée, chauffant la surface plus rapidement et plus uniformément. D'autres emploient des systèmes de tunnels, où les bobines se déplacent sur un convoyeur à travers un tunnel de chaleur. Ça permet d'économiser de l'énergie et du temps, surtout en production de masse. Et un autre point important, l'amélioration de l'isolation. Après durcissement, le vernis devient résistant à l'humidité, à la surchauffe, au choc mécanique et même à certains produits chimiques. Ça signifie que chaque bobine qui sortira du four pourra fonctionner pendant des années, sans perdre la moindre parcelle de sa puissance. Après la cuisson, les bords des bobines peuvent rester un peu irréguliers. Des restes de vernis, des chutes de fil ou un excès de matériaux dépassent. Tout ça est soigneusement coupé ou poncé à l'aide d'équipements de précision. Des disques abrasifs, des micro-ponceuses et parfois même une découpe au laser. C'est particulièrement important pour les bobines qui doivent s'insérer parfaitement dans des assemblages où chaque millimètre compte. Après l'imprégnation et le traitement thermique, le vernis ou la résine époxy forment parfois des gouttes ou de petites coulures. On les retire délicatement à la main ou à l'aide d'équipements spéciaux. On utilise parfois des couteaux à ultrasons ou des microfraises pour préserver la structure tout en enlevant le superflu.
La forme finale doit être parfaite pour le montage. Hauteur, largeur, position des sorties correctes. Le produit est contrôlé pour sa conformité aux spécifications techniques, visuellement, mécaniquement et parfois à l'aide de scanners 3D. Car si une seule spire est légèrement décalée, cela peut déjà être un motif de rejet. Des milliers de tonnes de pression. Une vitesse de plus de 60 mètres par seconde. Et aucun droit à l'erreur. Au cœur d'une usine étincelante, où le grondement des presses se mêle au bruissement du métal, naît un matériau indispensable dans toutes les cuisines, les hôpitaux et même les fusées spatiales. C'est la feuille d'aluminium, plus fine qu'un cheveu humain, mais solide comme une armure. Comment transformer un lourd bloc d'aluminium en une bande brillante presque transparente? Comment atteindre une épaisseur parfaite de 6 microns, sans plis, fissures ou taches? On va te montrer comment, à partir de métal en fusion, naît la feuille d'aluminium qui conserve la chaleur, la stérilité et même la vie. Regarde bien, tu vas découvrir comment naît la plus fine arme de notre quotidien moderne. Tout commence avec un métal brillant qui a l'air d'avoir été tout juste sorti d'un lac d'argent des dieux. En réalité, c'est de l'aluminium recyclé, canettes de boisson, vieilles structures ou de la matière première issue de la bauxite. On le jette dans d'immenses fours industriels où règne une température d'environ 660 degrés, le point de fusion de l'aluminium. À l'intérieur, il ne fait pas juste chaud, c'est l'enfer. Le métal se transforme lentement en une masse liquide brillante qui ressemble à un miroir fondu. Et c'est là que la magie opère. On ajoute des alliages spéciaux, silicium, cuivre ou manganèse, pour donner à la feuille la dureté, l'élasticité et la résistance thermique nécessaires. C'est en gros la première recette de ce qu'on appellera plus tard la feuille d'aluminium parfaite. Toute cette masse brûlante est versée dans des poches de coulée spéciales, qui partent ensuite vers l'étape suivante. Mais avant de les laisser passer, les opérateurs prélèvent des échantillons pour s'assurer que la composition chimique est exacte, qu'il n'y a pas d'impureté dans le métal liquide et que la température est parfaite. Ce qui est cool, c'est qu'à cette étape, les systèmes automatisés entrent souvent en jeu. Des capteurs spéciaux contrôlent la température, et un logiciel envoie un signal si quelque chose ne va pas. D'énormes fours à induction peuvent contenir jusqu'à 100 tonnes de métal en une seule fois. Une seule de ces coulées, c'est des centaines de kilomètres de futures feuilles d'aluminium. Impressionnant! L'aluminium, brûlant comme le soleil, qui vient de quitter le four de fusion, ne sait pas encore ce que l'avenir lui réserve. Emballage de chocolat, casque d'astronaute ou barbecue de jardin. Mais la prochaine étape est claire, le coulage en lingots, ces gros blocs rectangulaires à partir desquels commencera le voyage vers la feuille d'aluminium. Le métal liquide est versé dans des machines de coulée en continu spécial. Elles le refroidissent instantanément, d'une température de plus de 600 degrés à 60 degrés, formant des blocs massifs pouvant atteindre 8 mètres de long et pesant jusqu'à 10 tonnes. Ce n'est pas encore une feuille, pas une bande, juste une ébauche. Mais elle doit déjà être parfaitement homogène, car la moindre petite bulle d'air ou particule étrangère dans la structure, et la feuille craquera plus tard, comme les nerfs avant une deadline. Le contrôle qualité ici est aussi de haute précision. À cette étape, on utilise des diagnostics par ultrasons, un peu comme ceux qu'on fait aux femmes enceintes. Sauf que, au lieu d'un bébé, il y a une future feuille d'aluminium. On cherche les défauts internes, micro-fissures, cavités, défauts de remplissage. Dès que les lingots refroidissent,
Ils sont envoyés pour un traitement mécanique. On égalise la surface, on la polit, on la marque. Ils ne sont plus anonymes. Chaque lingot a son numéro, son histoire et ses caractéristiques. On peut suivre son parcours depuis la coulée jusqu'au rouleau de feuilles d'aluminium fini. Et pendant qu'un lingot part au laminage, un autre est déjà en train de naître. La coulée ne s'arrête jamais, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans pause ni jour férié. Car le monde a besoin de feuilles d'aluminium pour cuire les patates au four, conserver les médicaments et dans certains cas, pour réfléchir les rayons du soleil en orbite terrestre. Alors, le géant d'aluminium part se reposer, mais pour très peu de temps. La première vraie épreuve l'attend, le laminage à chaud. Le lingot est chauffé à nouveau, cette fois-ci jusqu'à 400 degrés Celsius. Il n'est pas encore fondu, mais déjà malléable, comme de la pâte à ravioli. Après ça, il passe à travers d'énormes laminoirs, des cylindres d'acier, grands comme une pièce, qui le compressent avec une force gigantesque, transformant le bloc encombrant en une longue bande brillante. C'est un peu comme étaler de la pâte avec un rouleau à pâtisserie, sauf que le rouleau tourne à une vitesse allant jusqu'à 100 mètres par minute. Et la force de pression, c'est des centaines de tonnes. À chaque passage, la feuille devient plus fine et plus longue. Si au début son épaisseur étant de presque 60 cm, après quelques passages d'achaux, elle est inférieure à 10 mm. Ce n'est pas encore de la feuille d'aluminium, mais ça ressemble déjà beaucoup à quelque chose de familier. De grandes feuilles brillantes, qui refroidissent et sont enroulées en bobines, pouvant atteindre 150 mètres de long. Et tu sais ce qui est génial? Le laminage à chaud, ce n'est pas juste une simple compression physique. Ce qui compte ici, c'est la structure du grain du métal, son élasticité, sa tension interne. C'est pourquoi le laminage est contrôlé par des ordinateurs spéciaux avec des capteurs de température et des mesureurs d'épaisseur laser. Si quelque chose ne va pas, la ligne s'arrête. Les bobines refroidies sont placées dans des rayonnages spéciaux, comme du champagne dans une cave. Là, elles se reposent un peu, évacuant le stress du laminage, pour ne pas craquer ensuite à mi-chemin du supermarché. Après le laminage à chaud, la bobine d'aluminium ressemble à une tôle de toit de supermarché. Rugueuse, même si elle brille. Mais tu ne peux pas encore appeler ça de la feuille d'aluminium. Il faut la magie de la précision. Et cette magie, c'est le laminage à froid qui l'a créée. Cette fois, on ne réchauffe pas le métal. Au contraire, la bande est passée dans des laminoirs de haute précision, à température ambiante, où elle est comprimée encore plus fort par les rouleaux. La chaleur n'est pas nécessaire, car après le chauffage et l'étirement précédent, l'aluminium est devenu suffisamment plastique pour se plier sous la force même sans réchauffement supplémentaire. Et c'est là que quelque chose d'incroyable se produit. L'épaisseur diminue jusqu'à 0,2 mm et parfois encore plus finement. C'est 10 fois plus fin qu'un cheveu humain. Imagine qu'une feuille aussi fine puisse être enroulée en une bobine longue de 20 km. Et tout ça à partir d'une seule ébauche. Le processus ressemble à un jeu délicat entre les rouleaux d'acier et le métal fragile. Mais la moindre erreur, et la feuille se déchire ou se froisse. C'est pourquoi le contrôle est presque de l'orfèvrerie ici. Ultrasons, lasers, scanners optiques. Tout travaille en synchronisation pour que la bande reste parfaitement droite, lisse, sans micro-fissures, ni bosses. Et un autre détail, le brillant miroir de la feuille d'aluminium. Ce n'est pas de la peinture ou du vernis. C'est le résultat du laminage par paire. Deux feuilles ensemble, les côtés brillants vers l'extérieur.
Celles qui sont en contact avec les rouloirs deviennent mates et les extérieures brillantes. Ensuite, on les sépare simplement. D'ailleurs, c'est précisément dans ce processus que naissent la feuille d'aluminium ménagère, l'emballage pharmaceutique, la feuille pour les yaourts, le chocolat, le café, et aussi la feuille isolante pour l'espace et les voitures électriques. Tout ça, c'est le même matériau, juste traité et coupé différemment. Et dès que la feuille atteint l'épaisseur voulue, elle est trempée dans des fours pour éliminer les tensions internes, et préparée pour l'étape finale, la découpe et l'emballage. Imagine ça, chaque année, on produit dans le monde plus de 20 millions de tonnes de fils de cuivre. C'est plus que le poids de 300 pyramides de Khéops. Mais d'où vient tout ce cuivre? Comment, à partir d'énormes cathodes lourdes, on obtient ce fil fin, souple, qui conduit l'électricité jusque chez toi? Aujourd'hui, on va plonger dans les coulisses de ce processus fascinant. Des mines où l'on extrait le minerai, jusqu'aux fours enflammés, où le cuivre fond pour devenir ce métal brillant. Prépare-toi à une aventure où les températures dépassent le millier de degrés et où une seule barre de cuivre peut peser plus qu'un ours. Prenons une référence. 500 kg, c'est déjà un très gros ours. Et pourtant, les barres de cuivre peuvent peser entre 536 et 3376 kg. Impressionnant, n'est-ce pas? C'est parce que le cuivre est un métal très dense. Tout commence par l'extraction du minerai de cuivre dans les mines ou les carrières. Le minerai est concassé, enrichi et envoyé à une fonderie. Là, on obtient ce qu'on appelle le cuivre brut, qui contient encore des impuretés. Pour obtenir du cuivre pur, on le refond et on le purifie par électrolyse. Le cuivre est dissous dans de l'acide, puis précipité sur des plaques métalliques spéciales, les cathodes. Ces cathodes de cuivre ont une forme rectangulaire, plusieurs centimètres d'épaisseur et pèsent en eau des centaines de kilogrammes. On les empile, on les attache avec des bandes métalliques ou on les emballe sur des palettes en bois. Ensuite, elles sont chargées dans des camions, des wagons de train ou des conteneurs pour le transport maritime. Tout dépend de la distance et de l'emplacement de l'usine. Les grandes fonderies de cuivre sont souvent loin des usines de production de fils, donc le transport peut prendre des jours, voire des semaines. Une fois arrivés à l'usine, les cathodes sont déchargées avec des grues ou des chariots élévateurs, déballées et envoyées pour une nouvelle transformation, fusion et étirage en fil. Ces cathodes, c'est pratiquement du cuivre pur, à 99 entiers et 99 centièmes %. C'est ça qui garantit la qualité du fil à venir. Ces plaques, lourdes et imposantes, sont le point de départ de tout fil de cuivre que tu vois dans les installations électriques, les appareils électroniques ou même les centrales électriques. Sur l'usine de fil, les cathodes sont délicatement déposées dans un immense four de fusion. C'est un véritable monstre, avec des parois épaisses, capables de supporter des températures extrêmes. Dès que les portes du four se ferment, commence la phase la plus brûlante, la fusion du cuivre. À l'intérieur du four, la température grimpe à plus de 1000 degrés Celsius, 10 fois plus qu'un four domestique, qui atteint au maximum 250 degrés. Là, les cathodes chauffent progressivement et le cuivre solide commence à fondre, changeant de forme. D'imposantes plaques lourdes
il devient un liquide brillant, incandescent, comme de la lave en fusion ou du verre doré. Des flots de cuivre liquide circulent dans le four, passant du rouge vif à l'orange puis au blanc. Un véritable spectacle. À ce stade, il est crucial qu'aucune impureté ne pénètre dans le cuivre. Alors, le processus de fusion est strictement surveillé. Les ingénieurs contrôlent en permanence la température, la pression et la pureté de l'atmosphère dans le four. Si nécessaire, on ajoute des substances spéciales, des flux, pour éliminer les dernières impuretés et les scories. Une fois que le cuivre liquide est parfaitement pur, il est prêt pour l'étape suivante, la coulée. De cette lave de cuivre en fusion naîtront bientôt les barres de cuivre qui deviendront du fil. Le métal fondu est versé dans des moules pour former des barres épaisses. Chaque barre peut peser plusieurs centaines de kilogrammes et avoir l'épaisseur d'un poignet humain. Et là, la magie opère. Des machines étirent ces barres à travers des trous de différents diamètres, réduisant progressivement leur épaisseur. Imagine ça, une barre épaisse se transforme en un fil fin, de moins d'1 millimètre de diamètre. Pour obtenir un fil standard, le cuivre passe parfois par 20 ou 30 ouvertures différentes. Après cette transformation, le fil doit être refroidi rapidement. Dès que le fil brûlant sort de la machine de tréfilage, il est immédiatement aspergé d'eau froide. Cette opération permet au cuivre de se solidifier rapidement et d'acquérir la résistance et la souplesse souhaitées. L'eau grésille, la vapeur s'élève et le fil devient instantanément froid au toucher. Ensuite, il est enroulé automatiquement sur d'immenses bobines, des tambours de plusieurs mètres de diamètre. Ces bobines ressemblent à d'énormes pelotes de fil, mais en cuivre pur. Une seule bobine peut contenir des kilomètres de fil. Pour te donner une idée, si on déroulait ce fil, on pourrait faire le tour d'un terrain de football plus de 60 fois. Les bobines sont alors prêtes à être expédiées vers les usines qui fabriqueront des câbles, des composants électroniques ou même des instruments de musique. Chaque année, plus de 20 millions de tonnes de fils de cuivre sont produites dans le monde. À partir d'un seul kilogramme de cuivre, on peut fabriquer 40 mètres de fil standard. Et le cuivre est tellement polyvalent qu'on en fait même des cordes pour les instruments de musique. Mais avant d'être utilisé, ce fil doit être isolé pour conduire l'électricité en toute sécurité. Pour cela, on le recouvre d'une gaine de plastique grâce à des machines modernes appelées extrudeuses. Le fil passe dans un tube où des granulés de plastique sont chauffés jusqu'à devenir une pâte visqueuse. Cette matière fondue est ensuite appliquée autour du fil, formant une gaine protectrice. Le résultat? Un fil parfaitement isolé, avec une gaine lisse et uniforme. La couleur de cette gaine peut varier, noir, blanc, jaune, bleu, vert. Tout dépend de l'usage prévu et des normes de sécurité. Le fil isolé passe ensuite par une cuve d'eau froide pour durcir rapidement. Des capteurs vérifient en continu l'épaisseur de l'isolant, détectant la moindre fissure ou imperfection. Les bobines de fil isolé sont alors marquées avec les informations essentielles.
Fabricant, tension, caractéristiques techniques. Elles sont enfin prêtes pour être expédiées aux entrepôts, aux magasins ou directement aux clients. Et voilà comment le cuivre, extrait des profondeurs de la Terre, devient ce fil brillant et flexible qui alimente tes appareils et tes installations électriques. Chaque seconde, dans le monde entier, des centaines de moteurs démarrent, des voitures aux avions. Et chacun d'eux a un cœur en métal, un gros bloc où naît toute la puissance. Mais comment, à partir d'une ébauche métallique brute, on obtient une structure précise, ajustée au micron près? Il n'y a pas si longtemps, c'était un travail manuel minutieux. Aujourd'hui, c'est l'affaire de machines-outils surpuissantes à commande numérique par calculateur, les fameuses CNC. Elles sculptent littéralement le moteur dans le métal, en suivant les instructions d'un ordinateur. C'est comme de la sculpture, oui, mais au lieu du marbre, ici, c'est de l'acier, de l'aluminium ou de la fonte. Et il n'y a absolument aucune place pour l'erreur. Comment fonctionnent ces machines? Qu'est-ce qu'il faut pour usiner un bloc moteur pesant des centaines de kilos avec la précision d'un cheveu humain? Je te montre ça tout de suite. Avant de former les pièces brutes en acier sous la pression énorme des presses hydrauliques, on les chauffe impérativement à une température précise. Ça facilite grandement la déformation du métal et ça garantit une super qualité aux pièces finies. Cette étape, c'est la clé dans la technologie du forgage et de l'estampage des métaux. Pour les pièces en acier, le plus souvent, on chauffe à une température autour de 1300 degrés Celsius. Ça correspond au forgeage à chaud. À cette température, l'acier devient plastique, beaucoup plus malléable, ce qui permet de lui donner des formes complexes sans créer de fissures ou de défauts. Bien sûr, la température exacte dépend du type d'acier, de la taille et de la forme de la pièce brute, et aussi de ce qu'on va en faire après. Le chauffage se fait dans des fours spéciaux, où la température est maintenue super stable et uniforme. On met les pièces brutes dans le four. La chaleur commence par atteindre la surface, puis pénètre progressivement au cœur de la pièce. Ce qui est crucial, c'est d'équilibrer la vitesse de chauffe. Si c'est trop rapide, la température n'est pas uniforme et ça crée des tensions internes, voire des fissures. Mais si c'est trop lent, eh bien, ça plombe la productivité. Pas simple. La vitesse optimale pour monter en température pour les pièces en acier, c'est généralement entre 50 et 100 degrés par heure. Ça assure un chauffage bien régulier et ça aide à former la bonne structure dans le métal. La durée pendant laquelle on maintient la pièce à la température cible dépend de sa taille. En général, c'est entre 7 ou 20 minutes pour des pièces faisant de 40 mm à 100 de diamètre. Une fois la bonne température atteinte, on laisse la pièce mariner, un peu dans le four, pour que la chaleur se répartisse bien partout. Ça évite les écarts de température entre la surface et le cœur, qui pourraient causer des stress thermiques et des fissures pendant la déformation. C'est logique, le métal chauffé devient donc plus plastique et moins susceptible de casser. Du coup, on a besoin de moins de force pour le former, les outils s'usent moins vite et on gagne en précision sur les pièces fabriquées. En plus, le forgage à chaud favorise la création d'une structure à grain fin dans le métal, ce qui améliore ses propriétés mécaniques. La résistance, la ténacité au choc et la résistance à la fatigue. Que du bonus!
Après le chauffage, la pièce est transportée super vite vers la presse hydraulique pour qu'elle n'ait pas le temps de refroidir sous la température de plasticité. Le temps de transport et la température de surface juste avant de commencer la déformation sont contrôlés de près pour éviter les mauvaises surprises, comme des fissures ou d'autres défauts. Les machines-outils à commande numérique, CNC, on les utilise beaucoup pour usiner les bielles. Ces pièces super importantes du moteur qui transmettent le mouvement du piston au vilebrequin. Fabriquer une bielle, c'est un processus complexe qui comprend du tournage, du fraisage, du perçage et de la rectification. Tout ça avec une précision de fou. Au départ, les ébauches de bielle sont fabriquées par estampage ou forgeage, à partir d'aciers au carbone ou d'aciers alliés. Ces ébauches ont déjà une forme proche de la pièce finale, et souvent, elles incluent le chapeau de la tête de bielle, qui sera séparé plus tard. Sur les tours CNC, on fait l'ébauche et la finition du corps, et des têtes de la bielle. Ensuite, on perce les trous de centrage, les trous pour les vis de bielle, et d'autres trous techniques, avec une précision allant jusqu'à un cinquième de millimètre. Dingue, non? Le fraisage sert à usiner les plans de joint entre le chapeau et le corps, et la rectification permet d'obtenir une surface tellement lisse, une faible rugosité, que ça garantit un fonctionnement souple et une longue durée de vie à la pièce. Une opération super importante, c'est l'assemblage de la bielle avec son chapeau, puis l'usinage final des trous pour les vis de bielle. Ça, c'est fait avec une précision extrême pour assurer la fiabilité de la connexion. C'est vital. L'usinage d'engrenages en aluminium avec des machines CNC, c'est aussi une opération très courante dans l'industrie. On choisit l'aluminium pour les engrenages à cause de sa légèreté, parce qu'il s'usine bien et qu'il résiste à la corrosion. Ça rend ces pièces idéales pour plein de secteurs. La construction mécanique, l'aéronautique, l'automobile, la robotique. Avant l'usinage, les ébauches d'engrenages en alu sont fabriquées par différentes méthodes. Forgeage, moulage ou extrusion. Le forgeage donne une densité et une résistance élevée. Le moulage permet d'obtenir des formes complexes. Et l'extrusion crée de longs profilés avec une structure uniforme. Après ça, les ébauches subissent une normalisation. C'est un traitement thermique où on les chauffe à environ 960 degrés pendant un certain temps. Ça améliore la structure du métal et le rend plus homogène. L'usinage des engrenages sur les machines CNC, c'est un processus dit soustractif. On enlève l'excès de matière de l'ébauche avec des outils coupants pilotés par ordinateur. Grâce à la commande numérique, la machine réalise des opérations complexes avec une très haute précision, ce qui permet d'obtenir un profil de dent parfait, des dimensions exactes et des tolérances très serrées. Les opérations principales comprennent le tournage, le fraisage des dents, taillage, le perçage et l'alésage des trous, la rectification et parfois le honage pour une finition ultra précise. Pour les engrenages, la précision de certains paramètres est critique. Le module de la dent, l'angle de profil, l'épaisseur de la dent, le diamètre de la roue, la coaxialité, l'alignement de l'alésage central et de la denture. Les machines CNC assurent des tolérances de l'ordre du centième, voire du millième de millimètre. Ça garantit un fonctionnement fluide et silencieux de la transmission. Ces machines CNC peuvent tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une intervention humaine minimale. Elles sont aussi faciles à reconfigurer pour fabriquer différents types d'engrenages.
On peut lancer la fabrication de pièces sans avoir besoin d'investir des fortunes au départ. C'est pratique pour les prototypes ou les petites séries. Et comme l'aluminium se coupe facilement et conduit bien la chaleur, on évite de surchauffer l'outil et la pièce. Où on trouve ces engrenages en aluminium? Dans les voitures, pour les transmissions légères et les mécanismes auxiliaires, mais aussi dans l'aérospatiale, la robotique, l'électroménager et même dans le secteur de l'énergie. La qualité d'un engrenage, ça commence par la vérification du matériau, les alliages d'aluminium, leur composition chimique, leurs propriétés mécaniques. Tout ça influence la durée de vie et la résistance. Après l'usinage des dents, on fait un chanfreinage. On adoucit les arêtes au sommet et aux extrémités des dents. Ça évite que les pièces ne s'accrochent quand elles fonctionnent. Ensuite, on mesure tous les paramètres des dents, le diamètre, la largeur de la denture, la coaxialité des trous, le battement des faces, leur perpendicularité à l'axe. Bref, un contrôle qualité de A à Z.